Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette table ronde, une table ronde qui est unique parce qu'on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup plus de familles qu'on ne le pense, un sujet dont on parle encore assez peu malheureusement, les troubles du neurodéveloppement et plus particulièrement le trouble du spectre de l'autisme qu'on appelle aussi TSA. On va en parler évidemment avec nos invités, mais le TSA, c'est assez vaste. Là-dedans, il y a beaucoup de formes d'autisme. Alors c'est vrai que quand on parle d'autisme, on pense immédiatement aux difficultés de communication, évidemment, aux interactions sociales qui sont très difficiles pour ces enfants-là, enfin ces personnes-là. Mais il y a aussi tout un ensemble d'autres réalités du quotidien qui sont parfois moins visibles et auxquelles les enfants et leurs familles sont confrontés. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et parmi ces réalités du quotidien, il y en a une qui revient tout le temps en fait dans les témoignages, ce sont les troubles du sommeil. Et c'est vrai que quand on a des enfants, on connaît à peu près tous les troubles du sommeil, mais quand on est parent d'enfants autistes, c'est vraiment terrible. Alors ça englobe les difficultés à s'endormir, les réveils nocturnes, les nuits très courtes, des situations qui peuvent avoir un impact en fait très important sur toute la famille, sur l'équilibre de la famille et sur l'enfant et son développement. Alors c'est une discussion qui s'inscrit dans le cadre d'une initiative de sensibilisation qui est portée par Biocodex autour des questions d'autisme et de sommeil et qui vise à mieux comprendre ce qu'est d'abord le spectre de l'autisme, ce que vivent les familles au quotidien et pourquoi le sommeil constitue un enjeu aussi important dans l'accompagnement des enfants concernés. Alors pour en parler, j'ai plusieurs personnes à mes côtés, une table très éclectique. D'abord, j'ai la professeure Carmen Schroeder. Bonjour professeure. Bonjour, ravie d'être avec vous. Merci d'être avec nous depuis Strasbourg, puisque vous êtes très occupée. Dieu sait que c'est difficile de trouver des psys, donc on a tenu à ce que vos patients soient prioritaires. Vous êtes psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, chef de service de pédopsychiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg et spécialiste du sommeil et des rythmes biologiques chez l'enfant. Donc vous êtes la meilleure personne pour nous guider aujourd'hui autour de cette table. Et puis on a aussi Cédric Rostin. Bonjour Cédric. Bonjour. Cédric, vous êtes papa de 2 enfants, de 7 et 2 ans. Forcément, vous connaissez le podcast de Cédric qui s'appelle Papatriarcat, dans lequel il aborde la parentalité sous toutes ses formes, avec beaucoup de sincérité et avec son expérience aussi. Et donc, c'est vrai que vous partagez vos expériences autour des troubles du sommeil de l'enfant aussi. C'est ça. C'est marrant votre petit sourire crispé quand je parle de ça. Et puis il y a Shane Love aussi. Bonjour Shane. Bonjour. Alors podcasteuse elle aussi. Vous êtes maman d'un enfant de 10 ans. Vous avez 2 podcasts. Oui. Hello Mamas et Hello Solo, qui donnent la parole aux mamans qui abordent sans tabou les réalités de la maternité et notamment les mamans solo, qui sont les héroïnes. Je dois le dire. Il y en a beaucoup d'héroïnes, parce qu'il y a Julie que je vais vous présenter dans un instant. Mais vraiment, les mamans solo, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à vivre. Bonjour Shane et merci d'être là et de nous apporter votre expertise et votre expérience. Et puis donc Julie. Bonjour. Julie, j'ai dit avant, hors antenne, que c'était la personne la plus importante de ce tour de table parce que vous êtes vous-même concernée au cœur de votre famille par un enfant qui souffre d'un trouble du spectre de l'autisme et donc vous allez pouvoir nous apporter votre témoignage. Alors pour commencer, professeur Carmen Schroeder, je voudrais vous donner la parole. Quand on parle des troubles du neurodéveloppement, c'est un terme qui est un peu compliqué pour le commun des mortels. Ça englobe quel type de troubles? Il y a le TSA, donc les troubles du spectre de l'autisme, mais quoi d'autre? Tout à fait, c'est un terme qui désigne vraiment des différences, des perturbations du développement, mais qui peuvent se jouer à plein de niveaux différents. Ça peut être du développement moteur, du développement qu'on appelle cognitif, c'est-à-dire ce qui concerne l'attention, la mémorisation, entre autres, ou de développement affectif et qui a vraiment des retentissements sur la vie de l'enfant, mais aussi sur la vie, bien sûr, familiale, sociale et aussi au niveau de l'école. Et en plus du trouble du spectre de l'autisme, on y trouve le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc le TDAH, mais aussi le trouble du développement intellectuel, le trouble des apprentissages ou... donc les fameux 10, DYS. Les fameux 10. Les anciennes 10 se trouvent soit dans les troubles spécifiques des apprentissages, comme les troubles logico-mathématiques ou la dyslexie, par exemple, ou dans les troubles moteurs de la coordination, anciennement les dyspraxies, par exemple. Donc, c'est un grand groupe et il concerne quand même beaucoup de monde en France. Donc, on pense qu'à peu près 12% de la population ont l'un ou l'autre de ces difficultés, des troubles du neurodéveloppement, pas forcément sévères, mais ça concerne donc environ 3 à 4 élèves par classe en moyenne.
Alors, et Shane et Cédric, par exemple, en tant que parents, est-ce que vous aviez entendu parler de ces troubles du neurodéveloppement ou est-ce que c'est récent? Parce que j'ai l'impression qu'on en parle quand même beaucoup plus Alors, qu'avant. moi, j'en ai entendu parler avant d'être parent, figurez-vous, puisque j'étais cadre dans un grand groupe en entreprise et en passant mon master en management, on avait aussi des formations internes sur la gestion, en fait, des handicaps invisibles, on appelait ça. Mmh. Et donc, on avait été formé, par exemple, dans les files d'attente, si on voit qu'une personne commence à sembler désorientée, à se tourner, peut-être lui proposer de passer en caisse prioritaire. Donc, on avait cette sensibilisation-là vis-à-vis de la clientèle et aussi des collaborateurs et collaboratrices. Voilà, donc vous aviez bien ça en tête et Ouais. donc j'imagine que quand vous avez été papa, vous avez commencé vous avez été vigilant à certains symptômes? Oui, j'observe toujours mes enfants, voilà, pour voir, tiens, comment ça se passe, telle sensibilité, telle réaction. On se pose beaucoup de questions aussi. Et puis, si jamais on s'en pose trop, il faut aller consulter. Voilà, et alors là, c'est là que les galères commencent. Et Shane, est-ce que vous êtes sensible à ces questions-là? Est-ce que c'est des choses que vous connaissez? Alors, avant de devenir maman, pas tellement. C'est vrai que, en plus, c'était il y a 10 ans, donc on en parlait beaucoup moins. C'est vrai qu'en commençant à interviewer moi-même d'autres mamans qui sont concernées par les TSA, j'ai découvert aussi tout cet univers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus et c'est vraiment tant mieux que ce sujet soit exposé pour tous ces parents qui traversent un peu ce brouillard Oui, dans cette la errance. parentalité. Oui. Cette errance Mm. et aussi des errances diagnostiques, mais on en reparlera, Ouais. bien entendu. Julie, à quel moment est-ce que vous avez remarqué des symptômes un peu particuliers chez votre enfant? Alors en fait, moi ça s'est passé pendant le premier confinement. Du coup, enfermée avec mes enfants, j'ai pu observer de façon un petit peu plus pointilleuse, on va dire, mon fils, puisqu'il s'agit de mon fils. Donc j'ai une fille aussi qui a 4 ans de plus, et je remarquais qu'il y avait des différences en fait entre mon fils et ma fille au même niveau, enfin au même stade de développement, on va dire. Donc notamment, il répondait pas quand on l'appelait, il regardait pas dans les yeux, il avait des troubles obsessionnels avec les interrupteurs, avec les clés, et puis il babillait à peine. Enfin, et voilà, il y avait pas de papa, maman à l'âge de 2 ans. Donc on s'est posé beaucoup de questions, et puis finalement, on a réussi. Alors avec un petit peu de temps à obtenir les réponses que l'on cherchait et avoir cette pause de diagnostic qui est intervenue 1 an plus tard en 2021. C'est long, 1 an. Vous êtes C'est inquiété, j'imagine, pendant cette année-là? On s'est inquiété. En fait, on n'a pas du tout pensé à ça parce que déjà on s'y attend pas. Et puis quand il y en a pas dans la famille, en tout cas maintenant, je sais un peu plus observer, comprendre et voir qui peut potentiellement avoir un TSA dans ma famille. Mais en tout cas, à la base, je le savais pas. Et c'est vrai que oui, quand on passe beaucoup d'étapes, on a vu beaucoup de médecins ou de praticiens comme des psychomotriciens ou autres, ou psychologues, et tout de suite ils disent pas, ou en tout cas ils ont peur de dire ce gros mot quelque part, TSA. Et je me souviens que c'était la veille de Noël 2020. Et que mon mari a appelé la psychologue et lui a dit « Maintenant, vous allez me dire ce que vous pensez ». Et je pense qu'elle a été un peu secouée et du coup, elle a dit « Je pense que votre fils est autiste ». Et donc là, c'était… C'est une déflagration, j'imagine. Un petit peu, quoi. Et après, on a attendu 5 semaines, en fait, parce que comme notre fils était très jeune… Il avait quel âge? Il avait pas encore 3 ans. Il allait fêter ses 3 ans. Et c'est vrai que plus on diagnostique tôt, les diagnostics précoces sont… vraiment favorisé. Donc finalement, on a pu avoir un rendez-vous sous 5 semaines avec une neuropédiatre et donc qui a confirmé le diagnostic de TSA. On lui a fait passer donc la DOS, qui est donc le système de cotation pour savoir où sur l'échelle du spectre, parce que c'est vaste, il y a toute une échelle, exactement. On va en parler, mais donc pour savoir où il se situait, et puis ensuite a commencé le parcours du combattant avec les dossiers MDPH, l'école, parce qu'il n'était pas encore rentré à l'école, donc l'organisation, donc ça a été tout un branle-bas de combat. Oui, c'est une prise en charge qui implique une prise en charge collégiale, c'est-à-dire que là c'est tout un village, hein. On se dit tiens, il va juste aller voir un psy, non, après il y a énormément de spécialités en fait qui sont impliquées. Professeur Schroeder, pourquoi est-ce que c'est important de diagnostiquer ces enfants le plus tôt possible?
Alors, je n'aurais pas pu mieux le décrire que Julie. Donc, effectivement, Julie a bien décrit les premiers symptômes qui sont les plus communs dans les TSA, la première et la deuxième année de vie. Vous l'avez bien décrit, ce qui vous a alerté. Alors, c'est important de porter un diagnostic parce qu'après, les prises en charge peuvent être de plus en plus spécifiques et vraiment adaptées à chaque enfant. Mais pourtant, ce qui est encore plus important, c'est de ne pas tarder la prise en charge. C'est-à-dire, Julie l'a bien expliqué, il y avait déjà la psychomotricité, il y avait déjà la psychologue qui intervenait. Et finalement, voilà, le diagnostic est devenu plus évident, a été confirmé après par un médecin. Alors, ça peut être pédopsychiatre, neuropédiatre, souvent dans les structures un peu spécialisées, de ligne 2, comme on dit, par les bilans. Mais le plus important, ce n'est pas tarder à prendre en charge. Il faut surtout pas se dire, il faut que j'attende un diagnostic et avant, je ne fais rien. On commence déjà et après, on affine au fur et à mesure. Et la deuxième chose qui me paraît vraiment importante, parce que c'est un peu mythique, ce diagnostic, le diagnostic, nous, on dit toujours, c'est un autocollant, c'est pas un tatouage. C'est-à-dire, il est très possible que avec une bonne prise en charge assez tôt, il y a certains symptômes qui vont s'améliorer. Peut-être, Julie, vous pourriez en parler un peu, mais et parfois d'autres choses, par contre, peuvent s'ajouter et ça peut rendre parfois les familles assez perplexes si on ne le dit pas tout de suite que peut-être au fur et à mesure du développement, on va soit peut-être d'autres diagnostics vont s'ajouter parce qu'au sein de ce groupe que je vous ai décrit, ce n'est pas rare qu'un enfant a 1, 2, 3 diagnostics associés. Donc, les troubles du neurodéveloppement sont vraiment, la comorbidité est un peu la règle. Mais aussi, parfois, ça change au premier plan et peut-être un autre de ces troubles du neurodéveloppement. Donc, il faut être préparé à ça et on va suivre comme ça l'enfant tout au long, finalement, du développement. En général, le plus tôt qui est la prise en charge, le mieux est la trajectoire développementale. Et c'est pour ça que, comme Julie l'a dit, on essaye vraiment d'intervenir le plus précocement possible. Et chez vous, c'était le cas bien avant la 3e année de vie, ce qui est très bien. C'est très bien, parce que j'avais l'impression qu'on était un peu en retard en France. Je me trompe par rapport à la Belgique, par exemple? Alors, la France a vraiment rattrapé, je dirais, beaucoup le retard qui était initialement toujours stipulé, notamment aussi parce qu'il y a vraiment une politique très ambitieuse, parce que vous connaissez tous aussi les troubles du neurodéveloppement, parce qu'il y a eu des stratégies nationales d'abord pour l'autisme, mais après pour les troubles du neurodéveloppement. Et la délégation interministérielle est extrêmement active et crée vraiment plein de mécanismes qui favorisent donc le diagnostic précoce. Par exemple, dans la dernière stratégie, des plateformes de coordination et d'orientation. C'est-à-dire, si un médecin quelconque, médecin de première ligne, ne sait pas quel trouble du développement a cet enfant, il peut l'adresser à une plateforme s'il n'a pas son réseau habituel, et cette plateforme va aider à poser les diagnostics, mais va aussi tout de suite faire débuter une prise en charge sans coût supplémentaire au cours de cette première année de prise en charge jusqu'à ce qu'un diagnostic est posé. Donc, c'est une politique très ambitieuse et pour laquelle du coup, l'étranger nous envie un peu parce que dans plein d'autres pays qui étaient en avance, c'est beaucoup plus cloisonné, alors que nous, on a vraiment une prise en charge globale pour tous les troubles du neurodéveloppement. Ça, c'est comme une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des troubles associés pour votre fils, Julie? Alors, en plus du TSA? Oui, effectivement. Généralement, comme il y en a le professeur. Voilà, comme disait le professeur, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les comorbidités. Alors, c'est un mot que je trouve assez violent. C'est dur, ce mot, ouais. C'est pas très bien choisi. Vous avez raison. C'est ça, au début, j'ai pas bien compris quand on m'a dit il peut y avoir des comorbidités. Oui, j'ai cru même que j'avais mal entendu pour tout vous dire, parce que je me suis dit, c'est horrible. Et donc oui, en fait, on l'a diagnostiqué aussi récemment un TDAH chez mon fils, donc en plus du TSA. Donc trouble de l'hyperactivité, enfin trouble de l'attention avec hyperactivité. J'en suis une en plus et j'arrive même pas à le dire. Vous voyez, j'en fais partie. Donc voilà, donc on l'a diagnostiqué récemment et c'est vrai que pour le coup on l'a vu venir. En fait, on a vraiment observé un changement chez lui au cours de l'été dernier et donc on s'est posé des questions. Donc on a refait passer des bilans et ce qui a donné lieu maintenant en plus à une prise en charge médicamenteuse pour pouvoir l'aider, alors qu'il a aussi une AESH à l'école individuelle sur le temps scolaire, donc qui est là pour l'aider à se recentrer, à calmer son impulsivité et autres. Donc le traitement a été nécessaire et on a aussi mis en place des adaptations en classe avec une chaise spécifique qui lui permet de pouvoir bouger sans savoir à se balancer, risquer de tomber. Il a tous ces protocoles de classe qui sont collés. On a une prise en charge CESAD aussi qui l'aide avec une éducatrice qui vient le voir 2 fois par semaine à l'école. Donc c'est vraiment
toute une autre prise en charge un peu plus poussée. C'est toute une organisation aussi pour vous, pour les parents. Donc c'est vrai que là, on parle des troubles du neurodéveloppement de manière un petit peu large. Mais aujourd'hui, on est le 2 avril et comme tous les ans, depuis près de 20 ans, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme spécifiquement. Donc on va prendre le temps de s'arrêter sur l'un de ces troubles, le fameux donc TSA que on a évoqué ensemble. Alors, avant de vraiment parler plus avant du TSA avec vous, professeur, j'aurais vous poser une question, Cheyne et Cédric. Quand on parle d'autisme, il y a évidemment plein d'idées reçues. Et Oui. j'imagine qu'en tant que maman, Julie, vous en souffrez plus que personne. Beaucoup de clichés. Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent, Cheyne, par exemple? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment aussi ont évolué ces fameux clichés. Donc, il y a des dizaines d'années de ça, c'était la faute des parents et notamment des mères qui transmettaient. Ça vient de la mère, ça, on entend bah, ça. ça, Ouais. toujours. Tout vient de la mère. La mère réfrigérateur. La mère réfrigérateur, on Ouais. l'appelait comme ça, et donc c'est elle qui transmettait, ou plutôt qui ne transmettait pas assez d'émotions et d'amour à ses enfants, qui par conséquence étaient autistes. Et aujourd'hui, il y a toujours des clichés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti à l'extrême opposé, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est plutôt les parents laxistes, peut-être un petit peu trop. Trop maternant. Voilà. C'est ça. Alors, et Cédric? Bah, moi, le cliché, je pense qu'on entend le plus souvent, c'est que les personnes autistes seraient des personnes bêtes. Tu vois, avec cette phrase, c'est bon, je suis pas autiste. Et Ouais. d'ailleurs, on a eu un ministre, il y a pas longtemps, fin d'année 2025, il a repris en plateau télé, comme si c'était quelque chose de Mais c'est légitime très bien d'ailleurs pour se parce que ça défendre. permet aux gens de s'indigner. Exactement. Et donc Exactement. de pointer quand même ce genre d'ineptie. Et donc, c'est vrai qu'il y a plein de clichés, mais qui sont aussi véhiculés par la culture. Je sais pas si vous vous rappelez les films où on voit des personnes autistes. Je pense à Rain Man, par exemple, où c'est forcément quelqu'un qui va avoir un super pouvoir de calcul, de ceci, de cela. Donc voilà. Alors qu'au final, en fait, c'est tellement large que on sait pas vraiment. Donc, tous ces clichés-là, on les a. Et je rejoins Shine sur l'aspect éducatif. On nous a dit que parce que si on n'était pas assez strict ou quoi, ben, on allait créer des enfants avec des problèmes neurodéveloppementaux. Professeur, juste parce qu'on parle d'intelligence et donc de ces clichés, est-ce qu'on peut dire que l'intelligence n'a rien à voir dans tout ça? Parce qu'il y a quand même c'est deux sujets complètement différents. Oui, tout à fait. En fait, l'intelligence ne fait pas du tout partie des critères diagnostiques. On peut avoir un TSA avec un trouble du développement intellectuel ou sans trouble du développement intellectuel. Donc, et on pense aujourd'hui qu'il y a à peu près 30% des personnes avec TSA qui ont aussi un trouble du développement intellectuel, mais les 70% n'ont pas de déficience intellectuelle associée. Et autrefois, on pensait l'inverse en fait, mais c'était parce qu'on ne s'apercevait pas des compétences et peut-être aussi parce qu'il y avait moins de stimulation précoce et de prise en charge précoce. Et certains autistes sont même supérieurement intelligents. Quand on entend tous ces clichés, Julie, et qu'on est une maman d'un enfant qui souffre d'un TSA, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez souvent? Alors, je l'entends souvent, mais dans le sens où on va me dire mais t'es sûr qu'il est autiste? Donc parce que justement les gens ont ces clichés de l'autiste avec déficience intellectuelle justement, ou comme vous l'avez évoqué Rainman, donc super intelligent, un ordinateur, sauf qu'en fait il y a un entre-deux. Moi mon fils il est TSA sans déficience intellectuelle, il est pas c'est pas Rainman, mais c'est pas non plus quelqu'un qui est complètement obtus, fermé, qui parle pas, qui se replie sur lui-même, surtout que comme le disait tout à l'heure le professeur, le fait d'avoir fait cette prise en charge précoce a permis de rectifier, si je puis dire, c'est pas joli, mais de rectifier pas mal de choses qui n'allaient pas. Un code aussi qu'il n'avait pas, des Exactement. codes sociaux. Alors ça évolue avec lui, c'est-à-dire qu'il les a toujours pas, mais c'est différent. Il en a acquis certains, puis les nouveaux, c'est compliqué pour lui aujourd'hui avec ses pairs, mais c'est pas pareil. Donc ça évolue avec lui, mais en fait, les gens se rendent pas compte de ce que ça représente au quotidien, de comment ça se passe en fait derrière les murs d'une maison. Oui, bien sûr. Voilà, parce que on a des clichés en tête qui sont pas forcément la réalité d'un enfant lambda, si je puis dire, autiste. Professeur, quand on parle de TSA, donc on parle d'un spectre, donc par définition, ça veut dire qu'il y a quand même dans ce spectre beaucoup de cas différents. Moi, j'ai beaucoup entendu que chaque enfant autiste avait une forme propre et unique d'autisme, si je résume. Est-ce que vous pouvez nous définir un peu le TSA? Qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça rassemble?
Alors vraiment, il y a 2 traits ou on peut dire 2 catégories qui sont nécessaires pour le diagnostic et qui sont là vraiment communs à toutes les personnes qui ont un TSA, mais ce sont des catégories assez vastes. La première, ce sont des difficultés de la communication et des interactions sociales. Ça, c'est commun à tous. Oui, mais c'est plus ou moins visible. Par exemple, ce que vous avez dit, Julie, votre enfant, quand il était bébé, il ne regardait pas autant, il ne réagissait pas quand on l'appelait, par exemple. Ça, c'est chez les jeunes enfants. Mais ça peut aller chez les personnes adultes ou les grands adolescents, par exemple, qui n'ont pas de déficience intellectuelle, juste, entre guillemets, à une difficulté d'être vraiment très adapté dans la conversation à l'autre. Par exemple, un dialogue où on écoute l'autre et on en tient compte pour réagir. Et après, un vrai ping-pong de conversation, par exemple, ça reste quand même pour des personnes qui ont des très bonnes compétences, souvent un peu complexe. Mais vous voyez, ça va vraiment du bébé déjà à l'âge adulte, ça change. Chacun est vraiment différent au sein de ce groupe de symptômes. Et le deuxième grand volet, c'est, Julie, vous avez dit, ça s'est manifesté chez vous comme ça que il voulait toujours faire la même chose. Vous avez appelé ça même un TOC. Alors le TOC, c'est pas un TOC dans le sens maladie psychiatrique, mais c'est effectivement une tendance à vouloir toujours faire la même chose. Alors ça peut être au début des mêmes gestes. Vous vous souvenez Rain Man qui avait un peu les gestes qui sont pareils, mais ça peut aussi être des intérêts, toujours les mêmes intérêts, un intérêt très pointu pour l'espace ou les dinosaures ou des marques de voitures, voilà. Et là-dedans, les personnes sont incollables, mais par contre, en dehors, il n'y a pas forcément d'autres choses qui les intéressent. Et dans ce deuxième groupe de symptômes, font partie aussi des particularités sensorielles. Alors ça a été ajouté plutôt dans les années depuis 2013 dans les classifications, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de personnes avec autisme percevaient des choses différemment que d'autres, avec des hypo ou hypersensibilités. Par exemple, entendre des bruits très forts, voilà, et donc certains enfants ont besoin d'un casque. D'autres, par contre, ont des hyposensibilités et au contraire, ils veulent avoir beaucoup de bruit et font beaucoup de bruit eux-mêmes, par exemple. Mais ça peut être par rapport au toucher, par rapport à la vision, par rapport à l'odorat, par rapport au goût. Et quand on parle des parents laxistes, ce qui est parfois, c'est là que vient le cliché, c'est-à-dire un enfant se comporte mal, entre guillemets, c'est-à-dire il y a des troubles du comportement dans l'espace public, au restaurant ou faire des courses au supermarché, voilà. Mais c'est souvent que les enfants sont vraiment surstimulés par tout un aspect sensoriel et du coup, par ça, ils entrent dans une crise de colère ou autre, mais ce n'est pas visible pour les autres qui ne perçoivent pas le monde de la même façon. Et du coup, on reproche aux parents de ne pas les éduquer suffisamment bien. Donc, de ce groupe des particularités sensorielles viennent beaucoup des difficultés de comportement qu'on observe. Voilà, donc ça, ce sont les 2 groupes de symptômes finalement qui sont en commun de tout le monde, mais qui se déclinent différemment. Et il y a une psychiatre britannique très connue, Lorna Wing, qui a dit « Si vous avez vu un enfant autiste, vous avez vu un enfant autiste ». On ne peut pas généraliser. Donc, il faut connaître les grands principes, mais après, ce qui est le plus important, c'est de les oublier à nouveau et de regarder un enfant particulier, son fonctionnement. Et là, nous, aujourd'hui, on dit très clairement, les parents sont experts de ça. Ils savent mieux que tout le monde comment fonctionne leur enfant. Ils doivent nous apprendre effectivement comment ils fonctionnent. Et nous, on apporte notre regard professionnel et c'est vraiment ensemble qu'on cherche des solutions spécifiques à chaque enfant. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, les considérer comme des cas particuliers avec des symptômes complètement différents, mais on a bien compris qu'il y avait des troncs communs. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le quotidien d'une maman, d'un enfant qui souffre d'un TSA, Julie ? La patience, je dirais, parce que c'est vrai que on reste des êtres humains et avec nos ressentis, avec le travail qui prend le pas aussi parfois et qui nous fatigue, le sommeil, enfin voilà tout ça. Et c'est vrai que souvent je m'en veux un peu parfois de lui crier dessus, de m'énerver alors que je sais qu'il ne le fait pas exprès et de pas assez accompagnante. Donc c'est un peu ça, la patience et aussi du coup la culpabilité de pas toujours être le parent au top ou en tout cas le parent
calme et patient et aimant. Alors, je dis pas que bien évidemment que j'aime mon fils, mais c'est parfois compliqué. Ouais. Ça, c'est compliqué dans mon quotidien. Le quotidien prend parfois le pas quand on a un travail, quand on a aussi un couple à gérer. J'imagine que ça vous parle aussi, Shane, en tant que maman, tout simplement. Oui, et puis en fait, c'est très lié au manque de sommeil aussi, parce que donc moi, les mamans que j'interviewe, et moi, l'ayant vécu aussi dans une autre sphère, c'est que j'ai fait toutes les nuits de mon bébé toute seule. Donc le sommeil a un vrai impact. C'est en fait on a tendance à un peu isoler ce moment comme si c'était un peu alors ça l'est un huis clos. Ça se passe dans la chambre la nuit et au petit matin tout est oublié. Mais en fait c'est un vrai impact sur le quotidien parce que le matin il faut emmener les enfants au mode de garde. Donc en fonction de eux aussi comment ils ont dormi, forcément ça va avoir des conséquences sur la journée et des enfants et des personnes qui vont s'en occuper. Les parents doivent retourner travailler et donc gérer toute une journée de travail. Il y a toutes les responsabilités qu'on connaît, la charge mentale, tout à s'occuper. Donc forcément, tout ce qui est... la répétition en plus de ces nuits morcelées, mais c'est intéressant, le sommeil, on va en reparler beaucoup. Cédric, la patience chez les papas aussi Oui, bien sûr. Mais non, mais clairement, notre sommeil, il est essentiel. Alors, peut-être qu'on en parlera après, mais moi, j'ai un suivi de sommeil personnel. Par exemple, je suis traité sur mon sommeil et je vois bien avant ou après comment ça s'est passé. Oui, il fait des apnées du sommeil, Cédric, dis donc. Mais je suis soigné. Mais c'est très bien, il faut se diagnostiquer. Vous parliez de mon sourire crispé tout à l'heure. En effet, j'ai été réveillé à 4h30 ce matin par mon plus petit, donc forcément, ça n'aide pas. Et dès qu'on manque un peu de sommeil, on voit bien que notre parentalité, elle est impactée, quoi. Et justement, est-ce que vous, Julie, vous êtes accompagnée pour votre santé mentale, vous, en tant que maman ? Alors non, pas dans ce sens-là, mais c'est vrai que les praticiens qui suivent mon fils, donc psychologues, psychomotes, sont un vrai soutien. Les associations aussi, notamment celle au sein de laquelle je suis adhérente et bénévole. Après, voilà, il y a beaucoup de personnes qui nous aident et le fait d'en parler, d'échanger avec d'autres familles, ça permet aussi, sans avoir une vraie prise en charge médicale entre guillemets, de pouvoir décharger un petit peu. Oui, c'est ça, tout simplement de pouvoir parler entre gens qui se comprennent et qui justement sont loin des clichés. Ouais. Et justement, en parlant de clichés, moi, j'ai une anecdote là-dessus parce qu'on était en instruction famille pendant un temps avec ma fille, donc l'école à la maison pour les gens qui connaissent pas. Donc j'étais beaucoup en présence d'enfants avec TSA et il y a cet enfant de 11 ans qui m'a vraiment marqué parce qu'on parle des parents laxistes, des clichés là-dessus. Moi, c'est le contraire que j'ai vu. C'est-à-dire que cet enfant, il avait besoin qu'on l'enveloppe. Je sais pas si vous voyez vraiment, mais qu'on le contienne physiquement. Donc peut-être que la professeure pourra nous expliquer pourquoi, comment, et ça, c'est un truc qui m'a surpris parce que moi, vous voyez, éducation bienveillante, j'étais là, oh, mon Dieu, mais on est en train d'enserrer cet enfant. Et en fait, non, c'est pas du tout une violence. Il en avait besoin et j'ai d'ailleurs été amené moi-même à le faire. C'est vraiment de le contenir physiquement en lui disant, ça va, on est là, mais vraiment de le contenir. Et ça, c'est un truc qui peut être très surprenant. Oui, c'est surprenant parce que, professeur, on a plutôt l'impression que les enfants avec autisme ont justement des tests qu'on les touche. Donc, ça veut dire, encore une fois, qu'il y a tous les cas de figure. C'est ça, mais c'est lié aux particularités sensorielles. Alors, cette particularité-là, c'est lié au toucher, mais aussi au ressenti proprioceptif, c'est-à-dire comment on sent son corps dans l'espace. Et pour certains enfants, par exemple, ils ne supportent pas les touchés très légers qui effleurent la peau, mais au contraire, ils aiment des pressions profondes et d'être contenus. Et ça va beaucoup les rassurer et ça va faire que l'angoisse va descendre. D'ailleurs, ça se trouve aussi dans certains documentaires comme celui de Temple Grandin qui s'était construite à Harvard où elle a étudié, ou à Princeton, je ne sais plus, en tout cas une petite cabane où elle pouvait tirer un fil et du coup les murs la compressaient là-dedans. Ce n'est pas tout le monde, mais chez les personnes aussi comme ça, effectivement, les tenir, ça peut les apaiser. Ce sont aussi des personnes, par exemple, qui aiment bien des couvertures lestées ou des sacs à dos lestés, mais d'autres pas du tout. Donc c'est pour ça, encore une fois, il faut vraiment se baser sur ce que racontent les parents de la vie au quotidien avec leurs enfants. Oui, on comprend à quel point d'ailleurs les familles, c'est clé en fait dans la prise en charge de l'enfant, et c'est pour ça aussi que le quotidien est à ce point bouleversé. C'est parce qu'on est les familles comme vous, Julie, ce sont des familles qui sont impliquées tous les jours à chaque moment de leur vie, et on a évoqué bien sûr peut-être le domaine qui a le plus d'impact sur la vie des familles, c'est le sommeil. Donc là effectivement, j'imagine que c'est un grand sujet pour vous, professeur, quand vous parlez de la prise en charge de ces enfants avec TSA.
Oui, c'est un énorme sujet pour les enfants, mais aussi pour les parents, parce que j'aimerais bien faire le lien avec un mot qui est souvent tombé, c'est la culpabilité. Je pense qu'il n'y a pas un parent d'enfant avec autisme qui ne se sent pas coupable, et c'est quelque chose c'est vraiment le rôle des personnes qui accompagnent, comme vous avez bien décrit, Julie, d'aborder cette question de la culpabilité, parce que vous êtes dans une situation où on exige énormément de la parentalité. Votre enfant est un enfant forcément exigeant, et c'est compliqué de se sentir à la hauteur 24 heures sur 24. C'est impossible d'ailleurs, et vous faites souvent très bien, la grande majorité des parents, mais pourtant toujours avec ce sentiment de ne pas faire assez. Et comme Shane l'a dit, ça se cristallise beaucoup au moment de la nuit, parce que là, on devient, en tant que parent, j'y m'inclus là-dedans, j'ai aussi des enfants, encore plus imparfait parce que justement on est fatigué soi-même, on a vraiment envie aussi de déconnecter. Un enfant qui ne s'endort pas fait qu'il y a plus de soirées en couple si on est en couple, mais même qu'on ne peut pas lire un livre, qu'on n'a pas de moment de décompression. Et si un enfant se réveille au milieu de la nuit, c'est là souvent pour nous aussi, ce sont des moments où on est plutôt angoissé, on a une tendance à ruminer, et c'est là qu'on affronte l'enfant qui est en difficulté, et souvent on n'a plus ses propres ressources pour y faire face. Donc ça doit être vraiment thématisé en disant que ce serait difficile pour n'importe qui, et les parents font souvent vraiment très très bien, mais voilà, mais c'est pour ça que c'est important de prendre en charge ces troubles du sommeil qui concernent quand même 50 à 80% des enfants et adolescents avec autisme. C'est énorme, c'est la vaste majorité des enfants qui est concernée. Oui, parce qu'on parle beaucoup des troubles du sommeil, effectivement, dans la population générale. Mais j'ai lu en préparant cette table ronde qu'effectivement, 10% seulement des enfants dans la population générale souffrent de troubles du sommeil, tels que décrits évidemment dans la littérature. Alors pourquoi est-ce que ces enfants, justement, souffrent de plus de troubles du sommeil que les autres ? Alors, peut-être juste avant que j'aborde ça, de dire quand même que les troubles du sommeil sont souvent aussi beaucoup plus sévères. Ce n'est pas que la fréquence qui est plus importante, mais par exemple, ce qu'on a rarement dans d'autres troubles, c'est des réveils nocturnes. Oui, mais de longue durée. Un enfant qui peut rester réveillé 1 heure, 2 heures, 3 heures d'affilée. Donc, ce n'est pas un enfant qui se réveille 10 minutes et qui se rendort et qui se réveille après à nouveau 10 minutes. Donc, vraiment, ces espaces de temps où les parents sont là désespérés au milieu de la nuit, toutes seules, comme vous dites, Shane. Parfois, c'est là qu'on se sent vraiment seul avec son enfant. Et parce que ces troubles sont tellement sévères, on a regardé vraiment des systèmes biologiques pour trouver une cause, et effectivement, 2/3 des enfants et adolescents avec autisme ne produisent et ne sécrètent pas assez de mélatonine, qui est l'hormone du noir qui aide à préparer et à protéger le sommeil. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a été trouvé en lien avec des atypies génétiques aussi en partie. Et donc, c'est ça qui a amené aussi, en plus des prises en charge non pharmacologiques, à d'autres solutions pharmacologiques, effectivement, pour les enfants avec troubles du spectre de l'autisme. Donc, c'était une des grandes avancées, je dirais, quand même, dans la prise en charge des 15-20 dernières années. Julie, ça se passe comment avec votre fils les nuits ? Alors il avait du mal à s'endormir déjà, et c'est vrai que depuis qu'il prend un traitement, donc là il est donc pour son TDAH. Exactement, sous un traitement pour le TDAH, il a de plus en plus de difficultés à s'endormir, donc justement on nous a prescrit de la mélatonine pour l'aider. Bon, le matin il se réveille toujours très tôt, donc bon, ça tombe bien. C'est quoi très tôt ? Bah, c'est ça peut être 6h30, 7h, même le week-end. Bon, moi je suis pas une grosse dormeuse, donc ça va, mais plus compliqué pour le papa. Un peu plus, ouais, qui lui aime bien dormir. Mais par contre, c'est surtout ces réveils nocturnes, comme évoquait le professeur. Ça fait 1 an et demi qu'on les expérimente, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ça peut aller jusqu'à d'aller 2-3 heures après l'endormissement. Il va se réveiller en pleine nuit et il va se mettre à hurler, à se promener partout dans la maison. Il a les yeux ouverts, il parle, il crie, il nous appelle, mais il nous entend pas. Donc on a beau le toucher, le voir, lui parler, lui faire un câlin, parce qu'il pleure aussi. Et en fait, il n'entend rien, il nous voit pas. Donc ça, c'est hyper perturbant. Et en fait, si je me réveille pas, il peut se retrouver tout seul au milieu du salon ou dans la cuisine. Et puis voilà, il se promène, mais vraiment, il sort et il fait sa vie, quoi, mais tout en criant. Donc, voilà. Ouais. Et alors, professeur, on peut quand même peut-être faire un petit éclairage sur ces fameuses terreurs nocturnes à distinguer du somnambulisme. C'est pas la même chose.
Non, ce n'est pas la même chose, mais pourtant, ce sont vraiment deux troubles qui apparaissent dans le premier tiers de la nuit la majorité du temps, c'est-à-dire après 1h30 à 3 heures après l'endormissement, comme vous dites tout à fait, après 1 ou 2 cycles de sommeil. C'est en général pendant les phases de sommeil vraiment profond. Et en fait, il y a quelque chose a priori qui réveillerait l'enfant, sauf que l'enfant est tellement profondément endormi que ça ne réveille pas complètement. Le somnambulisme est la version plus docile, mais où l'enfant se met en mouvement, peut se balader, voilà. Mais il n'est pas complètement réveillé, même s'il a des yeux ouverts. La terreur nocturne, c'est pour les parents beaucoup plus spectaculaire, comme décrit Julie, parce que c'est associé à des hurlements, mais l'enfant ne reconnaît pas ses parents, peut parfois violemment les repousser. Voilà. Alors ces deux aspects-là, on les trouve dans les troubles du neurodéveloppement, mais aussi chez les enfants à développement typique, c'est souvent passager. Donc ça, c'est la bonne nouvelle par rapport à ça. Tant mieux. Alors que d'autres de ces réveils où il s'est complètement réveillé pendant des heures, ça c'est quelque chose qui peut persister quand même plus longtemps. Donc je croise mes doigts pour vous, Julie, que ça c'est vraiment lié à ça. Je ne sais pas quel âge il a, votre fils maintenant. Il a quel âge maintenant? Il a 8 ans. Et alors, quelle est l'attitude à adopter dans ces cas-là? Il faut pas le réveiller, il faut le laisser faire? Vraiment, pour le somnambulisme et les terreurs nocturnes, on dit vraiment ne pas, un peu somnambulisme doucement reconduire au lit. En général, ça suffit, l'enfant se rendort. Pour les terreurs nocturnes, d'attendre, en fait, que l'enfant se réveille. Ce qu'on peut parfois faire, c'est de juste allumer la lumière. Ça va alléger un peu le sommeil et parfois l'enfant arrive à en ressortir. Dans les deux cas, ce qui est positif, quand l'enfant se réveille, il n'est pas du tout sous l'impact d'un vécu négatif. En fait, souvent, une fois réveillé, il n'a pas trop de souvenirs. Ouais, il peut en a assez aucun. facilement se rendormir. Il en a aucun. Voilà, en revanche, les parents l'ont bien. Et donc, on a parlé tout à l'heure, Shane, du fait qu'il y avait eu des troubles du sommeil et que forcément vous gériez tout toute seule parce que c'est vous qui faisiez les nuits de votre enfant. Aujourd'hui, il a 10 ans, tout se passe bien? Tout se passe mieux, oui. Après, voilà, c'est vrai que maintenant, moi, j'ai mes soirées. Vous en parliez. C'est vrai que c'est assez intense quand on a envie de ce sas de décompression et qu'en fait, non, il faut continuer encore jusqu'à 22 heures, parfois plus. Et tous ces réveils, en pointillés dans la nuit. Mais c'est vrai que ça passe. On dit toujours cette phrase, ça Oui, mais passe. c'est vrai, c'est important. Il faut vraiment bien dire aux parents, mais d'ailleurs, quelle que soit la configuration, que souvent ce sont des phases et que on en sort. Voilà. Elle a récupéré ses soirées, Shane. Yes. Et Cédric, est-ce qu'il a récupéré ses soirées? Cédric, il a récupéré ses soirées malgré une grande de 7 ans et demi qui présente des troubles du sommeil, du coup. Et c'est vrai que ça a été vraiment, en termes de sentiment de compétence parentale, il y a eu énormément de réflexions aussi, au-delà des nuits compliquées. C'est que, voilà, on entendait, en France, on entend souvent dire que les enfants font exprès, qu'il faut plus de limites, que ceci, que cela. Alors, nous, on a fait le pari, en fait, de faire confiance à notre enfant, à dire, il y a quelque chose, parce qu'elle avait des réactions émotionnelles très intenses, mais passé les 3-4 ans, vous voyez, donc on s'est vraiment posé des questions. J'ai la chance que ma compagne travaille un peu sur ces sujets, donc on a pu assez rapidement consulter, et ma grande a passé donc une PSG, une polysomnographie, rien à voir avec le foot. Non, mais à chaque fois on me fait la remarque. J'allais la faire, c'est bien que vous ayez anticipé, vu que ce n'était pas nécessaire. Et c'est vrai que on a constaté que ce qu'il y a d'intéressant avec cet examen, c'est qu'on voit vraiment comment se passe le sommeil, où sont les problèmes. Bon, moi, je suis incompétent pour l'expliquer, mais en tout cas, la médecin qui la suit a pu nous expliquer. Elle est aussi en effet médicamentée sur ce sujet, et on constate qu'il y a plein de choses qui sont améliorées dans le comportement, dans l'énurésie aussi par exemple, voilà, qui sont améliorées grâce à ça. C'est allé jusqu'à l'opération des amygdales par exemple pour libérer les voies aériennes, ouais. Ça peut être multifactoriel. Donc, exactement. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que le sommeil, enfant, adulte ou quoi, c'est multifactoriel. Après, quand il y a des problèmes de fonction, donc d'anatomie, on peut les corriger, donc autant le faire. Bien sûr, en tout cas, ne pas hésiter à consulter. Professeur, quand un enfant avec ou sans, d'ailleurs, TSA dort mal, quels sont les impacts sur ses apprentissages et sur sa vie quotidienne en général ? Alors, d'une part, ça pourrait être vraiment des répercussions physiques. Par exemple, l'hormone de croissance est sécrétée pendant les phases de sommeil lent profond. Donc, il y a certains enfants qui ont un syndrome d'apnée du sommeil de l'enfant, dont vous avez parlé un peu, Cédric, qui peuvent vraiment avoir une courbe de croissance qui n'est pas optimale, mais ça reprend une fois que c'est traité. Mais le plus souvent, dans des situations comme Julie l'a décrit, ce sont vraiment des répercussions sur le lendemain en termes de avoir du
mal à faire attention. Alors là, votre fils, par exemple, il a un trouble du spectre de l'autisme, un TDAH aussi. Donc, s'il a des difficultés attentionnelles dans la journée, on va dire c'est le TDAH. Mais non, ça peut aussi quand même venir du fait qu'il a passé une très mauvaise nuit, comme nous tous. Quand on passe une mauvaise nuit, le lendemain, on ne sait plus où on a mis notre téléphone portable, on n'arrive pas à écouter en conférence, on s'endort en réunion, voilà. Donc vraiment les aspects cognitifs, comme on dit, attention, mémorisation, peuvent se trouver en difficulté. Mais aussi, ce qui est peut-être moins connu, que les adultes, quand on a moins bien dormi, on va devenir hyper somnolent, c'est-à-dire on peut dans les réunions, surtout en début d'après-midi, on va s'endormir, mais les jeunes enfants, ils vont moins avoir ça, mais ils vont lutter contre cette somnolence perçue, contre ces aspects-là, et ils vont être en hyperactivité motrice. Là aussi, si c'est un enfant qui a par ailleurs un TDAH, on va dire non, mais il est hyperactif parce qu'il a un TDAH, mais ça peut aussi être vraiment un signe de fatigue, voire de somnolence. Et puis le domaine qui est quand même, qui nous concerne un peu tous, et en particulier les enfants avec un trouble du neurodéveloppement, c'est la gestion des émotions. Cédric, vous en aviez un peu parlé, Julie aussi. Donc, plus de soit irritabilité, impulsivité, parfois même des comportements qu'on appelle agressifs, auto- ou hétéro-agressifs, mais aussi des enfants qui pleurent très facilement, qui sont très émotifs, etc. Ça aussi, ça peut venir des difficultés de sommeil. C'est pour ça que c'est vraiment important de le prendre en charge. Nous, on a fait plusieurs études pour objectiver, comme on dit, des troubles du sommeil, alors soit par polysomnographie, mais c'est en général en clinique moins souvent nécessaire, mais sinon par une actimétrie, voilà. Et on a pu voir qu'une partie des troubles du comportement de l'enfant avec TSA était quand même lié à sa façon de dormir. Et si on améliore le sommeil, ça améliore aussi vraiment le comportement et les émotions de l'enfant. Et par ricochet, ça on a pu montrer dans une grande étude internationale, la qualité de vie des familles. Donc c'est vraiment améliorer le sommeil, ça améliore le comportement et toute la qualité de vie de la famille se trouve améliorée. C'est pour ça que pour nous, c'est vraiment si important en fait de prendre en charge les difficultés de sommeil. C'est pour ça que je suis contente qu'on en parle dans ce podcast et vraiment avec ce prisme-là, parce que j'ai l'impression quand même que c'est sous-estimé alors que c'est un enjeu énorme. Vous avez parlé tout à l'heure, Julie, de culpabilité. Est-ce que parfois, en termes de sommeil, vous avez pu culpabiliser, avoir l'impression que vous faisiez des choses un peu de travers ? Oui, effectivement, on se dit peut-être que je l'ai pas couché assez tôt, peut-être que je l'ai réveillé trop tôt. Enfin, voilà, y a pas. C'est vrai que bon, quand j'entends parfois autour de moi des parents qui me disent moi c'est 19h l'heure du coucher, je suis oula. Oui, les fameux parents Instagram. Chez Julie, nous, c'est non, normal. c'est pas trop ça. On dîne plutôt à 20h, les enfants au lit à 21h, donc c'est vrai que bon. Là, lui, il va tirer pour dormir pas avant 22h, 22h30. Donc le lendemain, il est fatigué. Donc oui, je culpabilise un peu parce que forcément, ça fait partie de notre mode de vie, parce qu'on rentre tard du travail, donc on a envie quand même de profiter un peu des enfants. Donc c'est un cycle en fait qu'on a nous-mêmes créé par nos vies professionnelles. Mais du coup, forcément, oui, on s'en veut un petit peu quelque part dans ce sens. Ouais. Cheyne, vous avez culpabilisé, vous avez eu l'impression que vous faisiez des choses un peu de travers, parce qu'il y a beaucoup de modes d'emploi. Il y a les fameux coachs du sommeil qui traînent sur Instagram. Moi, je suis pas fan, personnellement, mais ça fait qu'on essaye beaucoup de choses et que parfois on a l'impression, on a des injonctions à faire bien dormir nos enfants, on a l'impression qu'on fait mal. Oui, alors non, moi je suis pas trop du genre à culpabiliser. En revanche, c'est vrai que je vois comment il y a une comparaison entre toutes les mamans, notamment, à qui fera le mieux, et cette fameuse question. Et alors toi, ton bébé, il fait ses nuits ? Et donc là, en fait, quand les mamans sont concernées par des enfants qui ont des TSA, c'est vrai que on va dire les premiers mois, on se dit que c'est à peu près normal, c'est un enfant qui se réveille beaucoup, mais ça va passer. Et puis, 1 an après, c'est toujours le cas. Et puis 2 ans, et puis parfois 3, 4 ans sans avoir eu de diagnostic. Et donc, elles sont vraiment dans cette errance médicale qui amène aussi à la culpabilité parce qu'elles sont dans une solitude, en fait, dans ce parcours, qui fait que, elles peuvent pas, enfin, elles se comparent de toute façon à leurs copines ou aux mamans Instagram dont tu parlais.
Et forcément, je pense que ça intensifie, ce sentiment de culpabilité. Ouais. Toutes ces injonctions, de toute façon, sont pas bonnes pour notre santé mentale, Cédric. Non, c'est pas bon. Et puis en plus, on se sent tout pourri, il faut dire ce qu'il y a. Je veux dire, moi, plein de fois, on s'est dit, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais on se dit, en fait, des fois, il y a des choses qui marchent. Oui. Et donc, on se dit, ça a marché, si je recommence, ça doit remarcher. Mais ça marche plus. Mais ça marche pas. Et donc, on se dit, c'est parce que j'ai foiré. Donc, je suis tout pourri. Et vraiment, on passe par cette ambivalence de la parentalité en permanence qui fait qu'on a presque deux visages des fois. Julie, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des parents qui ont des enfants avec autisme et qui souffrent de troubles du sommeil? Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre? Parce que j'imagine qu'on culpabilise tout le temps. Effectivement, on culpabilise tout le temps. J'aurais aimé que déjà qu'on me prévienne que ça venait avec le package et qu'on m'aide un peu plus, parce que c'est vrai que quand on a toutes les prises en charge et aussi bien accompagné qu'on puisse l'être, c'est pas un sujet qu'on aborde souvent. Donc j'aurais bien aimé qu'on m'en parle d'abord, et puis du coup qu'on me déculpabilise, puisque comme on le disait tout à l'heure, souvent les parents culpabilisent parce qu'il y a le parent Instagram avec des modèles de vie qui sont parfois incompatibles avec la sienne. Donc c'est ça que j'aurais bien aimé qu'on fasse pour moi. Professeur, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux parents justement qui culpabilisent du sommeil de leur enfant avec autisme? Donc, pour suivre Julie, j'aurais dit, ça vient avec le package, mais ce n'est pas une fatalité. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelque chose. Et effectivement, passer peut-être les premières ressources disponibles. Alors, on peut citer le site Autisme Sommeil, on peut citer le site du réseau Morphée, où on trouve dans la partie handicap des ressources vraiment intéressantes et très adaptées aux enfants avec TSA. Si ça ne suffit pas, c'est vraiment de se faire accompagner par des personnes qui sont un peu plus spécialisées. On peut les trouver via son médecin ou des psychologues ou des réseaux des personnes qui s'occupent de l'autisme. Mais c'est vraiment important de faire des démarches, de se faire accompagner, parce qu'on peut avoir des super prises en charge la journée. Si l'enfant est fatigué, il n'en bénéficiera pas du tout, même des meilleures prises en charge du monde. Donc, le sommeil reste vraiment central et c'est important pour l'enfant, mais aussi pour la famille. Est-ce que ce sont les mêmes conseils que pour les enfants qui souffrent pas de ces troubles, par exemple, de créer des routines, comme ce qu'on conseille souvent aux parents, lire des histoires? Est-ce que tout ça, c'est adaptable à ces enfants-là? C'est les mêmes principes, mais ça doit être adapté. On a parlé, par exemple, tout à l'heure de certains enfants qui aiment le contact. Ces enfants-là, par exemple, aiment le contact de leurs parents souvent. Donc, après, pour que ça soit vivable pour les parents dans la durée, c'est de réfléchir comment on peut remplacer ça, finalement fournir le même confort à l'enfant, mais sans que ça dépende complètement du parent. Et je donne juste cet exemple-là, ça pourrait passer par des couvertures lestées à ce moment-là. Chez d'autres enfants, ça va être autre chose. Mais on crée une routine, et là, le fait que l'enfant avec autisme aime finalement toujours la même chose, ces routines peuvent vraiment être un soutien important. Mais contrairement peut-être à un enfant à développement typique, on va les renforcer et on va les rendre très visibles. Donc, on crée souvent un peu des séquences qu'on colle dans la salle de bain ou dans la chambre. Et ce n'est pas parce que l'enfant n'a pas l'intelligence de comprendre la routine, mais parce que ça va le rassurer de pouvoir visuellement voir cette routine-là. Et des choses comme ça ce sont les mêmes principes que chez l'enfant sans trouble du neurodéveloppement, mais qui vont être adaptés pour qu'ils soient plus efficaces vraiment chez les enfants avec troubles du neurodéveloppement. Mais si ça ne suffit pas, ça peut aller aux prises en charge cognitives et comportementales. Et si ça, encore une fois, ça ne suffit pas, il est parfois nécessaire d'apporter aussi une solution médicamenteuse. Et il ne faut pas s'en priver, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des solutions qui sont extrêmement bien validées scientifiquement. Et Cédric, donc vous nous parliez tout à l'heure de la PSG de votre enfant, Ouais. et donc de ce protocole qui a été mis en place. Qu'est-ce que ça a changé même dans le lien? Dans le lien, tout est devenu plus facile. Tout est devenu plus facile. Alors, je rejoins la professeure parce qu'en l'écoutant parler, je viens de percuter qu'en effet, ma grande a fait une poussée de croissance
Ah oui. Juste, ouais, je viens de percuter, elle parlait de la croissance. Elle a fait toutes ses croissances. Une fois que son sommeil s'est amélioré après l'opération et tout, là, en début d'année. Donc, ouais, comme quoi. Et en effet, ça a tout changé parce qu'en fait, elle se réveille, elle est plus apaisée, elle a mieux dormi. Surtout, c'est une enfant qui se réveillait très tôt aussi. Elle nous a surpris à dormir. Alors, très tôt, c'était 6h30. Et là, des fois, elle a dormi jusqu'à 9h du matin. Donc, limite, on s'inquiétait. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vraiment, ça a tout changé. Et vraiment, le sommeil, c'est une nerf de la guerre parce que nous, on a le cas aussi, alors c'est pas un trouble TSA ou trouble du sommeil, mais on a notre deuxième qui a un RGO, donc un reflux gastro-œsophagien. Et là, pareil, on tente tout, en fait. On tente tout pour qu'il arrive à dormir. Le matelas penché qui voilà, marche le pas. matelas penché. Ah, mais moi, je suis allé pour le faire dormir, moi, je suis allé jusqu'à me taper des heures. Il dormait en voiture. J'ai déjà conduit 2 heures. Un des tours de périphérique. Voilà, exactement. Donc, l'autoroute A4, aller-retour, qui traverse la France. Est-ce que de temps en temps, quand même, il dort bien, Julie, votre fils? Est-ce que vous avez des sas de décompression quand même? Au moins une nuit de temps en temps qui permet de souffler? Oui, il y a quand même des nuits qui sont plus longues que d'autres. Donc bon, c'est généralement quand il se couche relativement tard. Donc ça arrive, par exemple, le week-end, quand on est invité chez des amis, il peut aller. Enfin voilà, je vais le dire, c'est peut-être pas bien. Je vais peut-être me faire on n'aura aucun jugement dans ce podcast par d'autres mamans, mais sûrement pas. voilà, parfois il se couche à minuit quand on rentre à minuit. Non, mais les miens soir. aussi, hein. Bah, pareil. Voilà. Bon très bien, je me sens décomplexée du coup. le problème, c'est qu'il se lève trop tôt après quand même. Oui, alors parfois oui, et puis parfois il va dormir jusqu'à, comme vous le disiez, 9h. Donc là, on est sur une grosse nuit. Hein. Ouais. Et du coup, il se réveille avec beaucoup moins, comme le disait le professeur, beaucoup moins de crises, beaucoup moins d'énervement, beaucoup moins d'impulsivité. Parce que c'est vrai que les nuits où il dort pas bien, où il se réveille très tôt, au-delà de son trouble du spectre de l'autisme et de son TDAH, c'est une pile, quoi. Ah. On le tient plus, il saute partout, il court partout, il parle très vite, il est dans une impulsivité totale. En fait, on peut rien faire avec lui, quoi. Il n'y a pas de discussion, pas de possibilité d'interagir avec lui parce que de toute façon, il est fermé, il écoute rien, il est dans son truc. Donc voilà, on sent vraiment la différence. Et voilà, mais donc oui, ça arrive de temps en temps et ça fait du bien. En tout cas, nous, ça nous permet de... Mais même pour le lien et pour le lien qu'on a avec son enfant le lendemain, les activités qu'on peut faire. Professeur, donc c'est vrai que tout le monde est concerné potentiellement par les troubles du sommeil, mais on a bien compris que les enfants avec TSA étaient beaucoup plus concernés que la moyenne. Est-ce qu'il y a un autre trouble du neurodéveloppement qui est particulièrement ciblé par ces troubles du sommeil? Je pense au TDAH. Oui, le TDAH, tout à fait. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes enjeux. En fait, dans le TSA, on parlait de ces réveils nocturnes vraiment particulièrement longues et souvent un déficit un problème avec la production et la sécrétion de la mélatonine. Dans le TDAH, ça va être légèrement différent. Ça va plutôt être des décalages de toute la phase de sommeil avec des endormissements un peu décalés et les réveils matinal aussi, de sorte que le matin au réveil, c'est parfois difficile que l'enfant sorte du lit. Mais comme Julie a dit, et ça c'est vraiment très fréquemment le cas, on peut avoir les deux associés et du coup, on peut trouver toutes sortes de profils de sommeil finalement chez les enfants avec troubles du neurodéveloppement. C'est pour ça que c'est important de ne pas juste dire si un enfant avec un TSA avec trouble du sommeil, je fais ça. Si un enfant qui a un TDAH avec trouble du sommeil, je fais ça. Mais vraiment à nouveau, de faire un entretien vraiment approfondi. Parfois des examens complémentaires, comme a dit Cédric, pas toujours. Et après, de réfléchir vraiment à une prise en charge individualisée. Ça doit toujours être ça qui doit être le plus important. Mais vous, avec vos petits patients, c'est vraiment un domaine clé, le sommeil. C'est-à-dire que c'est peut-être une des premières choses à laquelle vous faites attention avec vos patients, professeur? Alors, ça dépend quel type de consultation. J'ai des consultations vraiment ciblées sur le sommeil d'office. Donc là, forcément, les personnes viennent me voir. Forcément, oui, parce que vous êtes médecin du sommeil. Pour les troubles du neurodéveloppement, oui. Et globalement, tous les troubles en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, parce que ça interfère vraiment énormément le sommeil avec toutes ces difficultés. Et on fait le lien entre sommeil et fonctionnement dans la journée, que ça soit après dans un autre contexte, des tableaux plus de dépression, par exemple, ou d'anxiété. Donc là aussi, le sommeil est évidemment vraiment très important. Merci infiniment à tous les quatre de nous avoir éclairés ce matin de vos témoignages et de vos expertises. On a appris énormément de choses et on a surtout compris à quel point le sommeil, c'était vraiment clé dans la prise en charge des troubles du neurodéveloppement, mais aussi dans le lien aussi qu'on a avec nos enfants. Merci beaucoup, Julie, pour votre témoignage. C'était important de vous avoir. Merci, Shane. Merci, Cédric. Et merci, professeur Schroeder. Merci à Biocodex d'avoir permis la réalisation
de cet épisode. Alors, je voudrais quand même revenir sur un message important qui a été dit et qui ressort de cet échange, c'est que si vous êtes parent d'un enfant avec TSA, ou pas d'ailleurs, et que votre enfant présente des troubles du sommeil, il faut vous dire que vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que c'est pas du tout, ça ne vient pas de vous, c'est pas lié à un manque d'autorité, c'est pas lié, on l'a dit avec Shane tout à l'heure, à un surmaternage, à une erreur parentale. On fait, comme disait Winnicott, ce qu'on peut, voilà, on est les meilleurs parents possibles. Et donc, pensez aux routines adaptées autour du sommeil. N'hésitez pas à consulter, à vous faire accompagner par des professionnels comme le professeur Schroeder qui est là. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur ces questions autour du sommeil et de l'autisme, je ne peux que vous recommander de jeter un coup d'œil à la plateforme autisme-et-sommeil.fr parce qu'à l'intérieur, vous allez trouver des informations, des conseils pratiques. Il y a même des quiz, il y a des podcasts, il y a des outils qui vont vous aider d'abord à mieux comprendre ces problèmes et à vous accompagner dans ces situations du quotidien. Merci beaucoup à nos invités Merci. de nous avoir partagé leurs expériences, leurs connaissances et on se dit à très bientôt dans Est-ce que c'est grave ?